Bonjour à tous, chers Ateliers Soul, chers auditeurs de ce podcast. Et surtout, bienvenue dans cet épisode. Merci d'être là, au rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à l'émission, vous êtes de plus en plus nombreux à le partager. Donc toi qui es nouveau, pense à le faire. Et à toi qui es déjà là depuis longtemps, pense à continuer à le faire. Aujourd'hui, on va parler de spiritualité. On va plonger dans une culture de la mort qui est différente de celle dont on parle le plus souvent, en tout cas sur ce podcast, la culture de la mort pratiquée en chamanisme. Et pour cela, on accueille une praticienne tout en joie et en bonne humeur, qui est Samara. Vous écoutez un épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Coucou Samara, comment tu vas aujourd'hui? Bien, ravie, d'être avec toi. Bah écoute, je suis très très contente qu'on puisse faire ce podcast ensemble. Je pense que tu vas avoir plein de chouettes choses à partager et surtout une nouvelle vision de la mort et du deuil, donc je pense que ça va être très, très, très intéressant. Comme d'habitude, la première question que je pose à mes invités, c'est, est-ce que tu peux te présenter? Dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Oui, alors, ça a été longtemps un exercice très difficile pour moi, Oui, mais et ça l'est encore pour beaucoup de et gens, t'inquiète. ouais, c'est parce que c'est toujours choisir un prisme. Mais là, je sais qu'on va parler de mon activité de praticienne chamanique et maintenant formatrice, au niveau de la pratique chamanique et du coup, voilà, je me présente déjà comme ça. C'est quelque chose qui est arrivé, dans ma vie il y a à peu près, 13-14 ans maintenant. Avant, je me suis, beaucoup, occupée d'enfants puisque j'ai moi-même 5 enfants et que j'étais enseignante. Donc c'est pas un hasard si à un moment donné, de pratiquer, même si j'ai pratiqué avant tout pour moi dans un souci de, on peut dire au départ quand même de développement personnel, même si pour moi la spiritualité à l'heure actuelle est bien au-delà, puisque, j'ai fait des études de psychologie et sciences de la vie et que j'ai toujours aimé, explorer, les l'autre, et pour se connaître soi-même. Enfin, il y a tout ce lien entre, se connaître soi-même, connaître l'autre et tous ces effets miroirs qui m'ont toujours intéressée dès l'enfance d'ailleurs et donc j'ai fait des études de psychologie et ensuite j'ai du coup logiquement beaucoup, exploré pour moi-même, ce qui m'a amenée, d'abord à être, praticienne, au niveau de l'énergétique, après avoir été enseignante et ensuite, praticienne chamanique et ensuite formatrice. Donc je reviens un peu à ma passion d'apprendre qui finalement, se rejoint avec la passion de transmettre, pour moi en tout cas. Ah oui, oui, complètement. C'est chouette comme parcours et du coup, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que ça signifie d'être praticienne en chamanisme? Alors effectivement, c'est quelque chose qui est un peu, le chamanisme est un mot qui a été qui est je trouve un peu fourre-tout à l'heure actuelle et de toute façon, même dès le départ finalement, puisque ce sont les anthropologues qui ont emprunté ce mot à l'Europe de l'Est, à un peuple de l'Europe de l'Est et en fait, dedans, ils ont mis, toutes les pratiques, on va dire de guérison, traditionnelles, hein, Toby Nathan dit les tradipraticiens d'ailleurs, qui est un prof, au niveau de l'université de Paris 13 qui met le lien entre la psychologie justement et les tradipraticiens et puis, donc les chamans, hein, on pourrait dire et puis,
ça a été aussi, enfin, pour moi, ce qui est très important de retenir sur qu'est-ce qu'un chaman, c'est quelqu'un qui intercède entre les mondes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable d'aller voir dans les mondes invisibles. Donc, voilà, donc effectivement, on va parler là de la mort et c'est le sujet de prédilection, j'ai envie de dire, puisque voilà, aller voir dans les mondes invisibles. Voilà, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais j'imagine, puisque tu vas me poser des questions, mais déjà j'ai envie quand même de faire la nuance entre pourquoi je dis praticienne chamanique et pas chamane, parce que justement en Occident, on utilise ce mot un petit peu facilement, j'ai envie de dire, sans trop savoir ce qu'il y a derrière. C'est un mot déjà, comme je le dis, qui a été créé par des anthropologues qui jugeaient au démarrage les chamans, enfin, qui a été popularisé en tout cas par les anthropologues qui jugeaient les chamans comme des affabulateurs au départ quand même. Donc il y avait vraiment ce biais culturel occidental. Et, euh, et en fait, moi j'ai été enseignée par la Foundation for Shamanic Studies, qui a été créée par un anthropologue, Michael Harner, qui lui s'est fait au départ lyncher par les autres anthropologues. Il est vraiment, il a développé tout ça dans les années 60 et il était mal vu parce que en fait, justement, plutôt que de dire c'est des affabulateurs, il est sorti de cette objectivité soi-disant scientifique en disant que de toute façon, c'était un biais culturel que de ne pas essayer, de ne pas aller voir. Et donc, il a été l'un des premiers occidentaux à être formé par des chamans. Et par respect pour les cultures des peuples premiers où le chaman est formé pendant des dizaines d'années et parfois héritier de plusieurs générations, justement, il fait la différence parce que même s'il a ramené en Occident les pratiques chamaniques, en créant le corps, c'est O-R-E chamanique, c'est-à-dire les fondamentaux du chamanisme, il a fait le lien entre tous les peuples qu'il a été visité, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Sibérie, voilà, en Amérique du Nord aussi beaucoup, en Afrique. Enfin, il a fait tout les points communs, les fondamentaux, pour que ce soit accessible aux Occidentaux sans tout le décorum culturel qui change selon évidemment les endroits du monde. Donc il a fait vraiment l'essence du chamanisme. Il a créé ça, ce qui est pour moi très puissant, mais par respect pour les peuples qui lui ont transmis et pour tous ces peuples qui ont conservé ça, puisque nous avions une culture chamanique au départ. Évidemment, elle a été exterminée, cette culture chamanique, pour des raisons évidentes de pouvoir. On le voit à travers l'Inquisition notamment. Mais c'est ces peuples-là que nous avons tenté, en tant que peuple occidental, d'exterminer, qui nous ramènent cette forme de spiritualité qui est la plus ancienne, en fait. On retrouve des traces de tout ce qui est chamanique dans toutes les religions, en fait. OK, mais c'est super intéressant et du coup, au quotidien, être praticienne en chamanisme, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que tu fais, en fait, au quotidien, par rapport à tout ça et ça veut dire quoi, pareil, la formation, en fait? Être formatrice en chamanisme, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que tu proposes finalement, en fait, concrètement? Oui, alors déjà, effectivement, là, il y a 2 pans, quand on est, praticienne chamanique. Il y a des personnes qui se forment vraiment, pour, elles-mêmes. Alors c'est vraiment en lien avec ce qu'on appelle la guérison au sens large, c'est-à-dire pas seulement la guérison physique, même si, il est possible d'accompagner la guérison physique, sans exclure d'autres traitements. Comme je le dis souvent, quand, moi je me suis cassé le bras, j'étais à l'hôpital, j'ai pas mais par contre, j'ai fait beaucoup de choses aussi, d'accompagnement, au niveau, chamanique, on pourrait dire au sens large, on et ma guérison a été, vue comme assez, miraculeuse, par plusieurs, professionnels de la santé qui étaient vraiment, très, très, très surpris. Mais malgré tout,
j'ai aussi soigné, j'ai aussi mis un plâtre, j'ai aussi eu une opération, enfin voilà, j'ai fait les 2 et comme je répète souvent, nous sommes des êtres holistiques. Donc il y a le corps, il faut s'en occuper et souvent, le tort de cette réappropriation, en fait, c'est on redécouvre, on va dire, ce côté spirituel qui a été, mis à l'écart, pendant des centaines d'années même, hein, parce que pour des raisons, comme je disais, d'avoir été dévoyés par le pouvoir, hein, et bien, et puis aussi par tout ce côté inquisition, ça va ensemble en fait. Et bien, quand on redécouvre, on a tendance à être dans le côté perché et fuite du côté matériel. Or, l'un comme l'autre, enfin c'est pas une question d'aller dans les extrêmes. C'est important de prendre aussi en compte le côté, ancré, le côté moi le chamanisme m'a ancré énormément en fait, puisque, dans les peuples traditionnels, le chaman ou la chamane, si, elle n'aide pas à la guérison concrète, si elle n'aide pas à avoir de bonnes récoltes, à trouver l'eau, enfin des choses très pragmatiques, hein, et bien, on la change, on le change. Donc, il y a vraiment, à prendre en compte, je le précise parce que souvent on voit ça comme quelque chose d'ésotérique et de perché, à juste titre par rapport à certains mouvements, de spiritualité qui se sont emballés, qui se sont éloignés de ça, on va dire. Il y a quelque chose de très pragmatique dans le chamanisme. Hem, Est-ce que j'ai répondu ou est-ce que parce que je pars, je fais beaucoup de parenthèses, donc des fois je Ma question à heu la base, c'était, au quotidien, en fait, ah qu'est-ce que oui, ça signifie être praticienne chamanique? Est-ce que, par exemple, tu as une façon de vivre qui est un peu différente de ce que nous, en tant qu'occidental européens, on peut connaître, par exemple? Enfin, voilà, tu vois, est-ce que tu as des habitudes oui, particulières, par exemple? Est-ce que tu fais des rituels, tous les jours ou plusieurs fois par jour? À quoi ça ressemble, en fait? oui, oui, oui. Alors c'est pour ça que je suis partie, merci de me redonner. Ce sera peut-être pas la dernière fois. Heu Donc, oui, donc j'expliquais ça parce qu'il y avait le côté guérison évidemment, guérison, donc, de soi-même. Il y a des gens qui apprennent à pratiquer, vraiment et moi c'était, au départ c'était vraiment ça, hein. J'avais fait plus de 10 ans de thérapie et classique on va dire, même de toutes sortes, de coaching et cetera et je me disais: «C'est bon, j'ai compris, beaucoup de choses, mais comme on dit: «So what?» hein, qu'est-ce que j'en fais? Oui, c'est ça, oui, Bon, oui, ça je m'aidait comprends. un peu, mais qu'est-ce que j'en fais? Et donc c'est pour ça que j'ai été vers l'énergétique, le chamanisme, pour ma propre guérison, hein, au sens large, pour cette, donc il y a des gens qui le font vraiment pour ça et puis, moi, à l'heure actuelle, j'accompagne plutôt les gens qui le font qui ont déjà fait un cheminement sur elles, hein. J'ai utilisé elles, même s'il y a quelques hommes, parce que c'est une majorité de femmes. Même si les choses, avancent un peu chez les hommes, c'est encore, les prémices, on va dire. Donc en fait, moi j'ai au départ, fait pour moi. Petit à petit, on m'a demandé de bouche à oreille, hein, en fait, d'aider la guérison des autres et puis, petit à petit, bah, comme c'était plutôt des gens qui prenaient soin des autres qui venaient me voir et c'est toujours le cas d'ailleurs, et bien, ils me posaient des questions, sur, comment je peux faire quand je ressens ça? Comment je peux faire, voilà, avec mes ressentis pour les autres elles avaient elles-mêmes des clients et des clientes, sont des masseuses, des esthéticiennes, des psychologues, des sophrologues, des ostéopathes, enfin voilà, tous ces métiers-là, hein, prendre soin au sens large, hein, vraiment et des infirmières et du coup, elles me demandaient un peu de les aider en fait à faire des choses, avec leur parce que quand on s'occupe de personnes vraiment, au quotidien, pour certaines en tout cas de plus en plus j'ai l'impression, en tout cas celles qui viennent me voir, il y a vraiment ces ressentis subtils qui sont perçus de plus en plus et bah, ça peut faire peur déjà, donc comment s'en protéger, comment ne pas prendre sur soi et cetera et puis, il y a le côté, bah, quoi en faire? Quoi en faire pour aider les autres, quoi?
Donc bah, du coup, à force de questions, ça me tournait autour et à un moment, comme je suis aussi dans j'ai reçu aussi des enseignements, j'ai fait des rituels, dans le chamanisme amérindien, Lakota pour être plus précis, en fait, je faisais des quêtes de vision et dans ces quêtes de vision, j'ai reçu vraiment, le contenu de la formation que je transmets à l'heure actuelle. Donc voilà, pour répondre plutôt au fond, dans la forme au quotidien, parce que pour moi, il y a vraiment 2 questions dans ta question finalement, même voire plus. Dans la forme au quotidien, effectivement, c'est aussi une philosophie de vie. Moi, à l'heure actuelle, hein, ça c'est pas, du jour au lendemain, hein, que ça s'est fait, mais à l'heure actuelle, c'est aussi une philosophie de vie dans le sens où, hem j'ai vraiment développé, bah, mon lien avec la nature, mon lien avec les parce que moi je suis née à Paris et j'ai grandi, en Île-de-France et je suis arrivée, à la campagne, il y a que 11 ans, hein, donc j'ai commencé déjà le le chamanisme avant d'arriver à la campagne. Mais ça m'a vraiment, connectée parce que j'ai l'habitude de dire que j'ai vraiment été élevée hors sol, hein. Ça m'a vraiment reconnecter, connecter avec la nature, avec, les enseignements que peuvent apporter, tous les éléments de la nature. Le fait, de voir que nous sommes une part de la nature et non au-dessus de la nature et que nous avons beaucoup à en apprendre et du coup, au quotidien, il y a vraiment ce lien d'écouter et d'être sensible au mouvement de la vie autour. C'est vraiment l'essentiel et pour ce qui est des cérémonies et bien, pour moi, c'est des temps alors je mène, hein, des cérémonies, pour moi, c'est des temps, privilégiés où on met tout en œuvre pour ressentir un petit peu comment les Amérindiens disent, comment marcher sa parole. C'est-à-dire comment, accorder un petit peu, déjà comment arriver à s'aligner et à accorder, nos pensées pour, faire attention à nos pensées, à nos intentions dans un contexte où tout est fait pour ça, hein. La cérémonie, aide à ça. Mais pour moi, la vraie cérémonie, c'est la vie. Donc c'est des moments forts où on va s'entraîner, j'ai presque envie de dire, à se connecter parce que tout est fait pour qu'on puisse plus facilement se connecter. Il y a aussi des rituels de purification, hein, donc de guérison et heu et tout ça, pour faciliter au quotidien, parce que c'est ce qui est difficile, même si j'ai vécu des cérémonies difficiles, qui est la vraie difficulté et pour moi, la vraie cérémonie, c'est vraiment la vie. Donc il y a vraiment ce côté incarné et tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait vraiment pour être aligné et marcher sa parole? Et du coup, tu disais tout à l'heure que, le propre du chaman, du coup, ou de la praticienne, praticien en chamanisme, c'est de cette capacité à aller voir l'invisible, en fait. Et du coup, est-ce que tu es, toi, en capacité de rentrer, un peu en contact avec nos défunts? Oui, bah, oui, complètement, hein, c'est pour ça que je dis je pense que tu vas me poser la question un peu plus tard, j'ai pas développé, tout à l'heure, mais pour moi, vraiment, enfin pour moi, pas que pour moi, hein, le praticien, praticienne chamanique et toutes les personnes qui ont, quels que soient les noms qu'on peut leur donner, hein, dans le monde, qui sont dans, l'accompagnement, à la guérison et ce côté, contact avec les mondes invisibles, sont, des médiums, hein, puisque en fait, le mot médium, ça veut dire, le fait de faire le passage entre les 2 et le chaman, c'est vraiment ça, ou la chamane ou la praticienne chamanique ou voilà, c'est vraiment ça. C'est, pour moi un des jobs principales, c'est d'être en contact, bah, c'est d'être en contact avec les mondes invisibles et donc d'aider les passagers. Alors que ce soit la naissance d'ailleurs, hein, ou la mort, donc accompagner les morts et les mourants, parce qu'il y a tout un processus avant de mourir, hein. C'est un processus, même si, même dans les morts, violentes, hein, le mort, on le dit dans plein de cultures, va rester
on va dire 40 jours, hein, même si, voilà, c'est un ordre d'idée. Ça peut être, beaucoup plus aussi, mais enfin, s'il n'est pas accompagné et si c'est violent et cetera. Mais vraiment l'idée, c'est à la fois d'accompagner les morts, hein. C'est pour ça que et l'arrivée au monde aussi. C'est pour ça que traditionnellement, on a quelqu'un qui est de l'ordre de la figure du chaman, qui accompagne les naissances aussi bien que, les morts. C'est quelqu'un qui, a un contact intime avec la mort, en fait, puisque évidemment, la mort fait partie des mondes invisibles et hem, généralement, c'est quelqu'un qui a un contact intime avec la mort, donc qui va avoir vécu une relation particulière avec la mort. Donc traditionnellement, c'est quelqu'un qui aurait dû mourir et qui n'est pas mort, et du coup, on voit là, clairement qu'il est ou elle est protégée par les esprits. Puisqu'on parle d'esprit, hein, dans les cultures chamaniques, on pourrait dire, dans notre culture, on pourrait dire les anges, les guides, ou mais bon, esprit, c'est plus large, hein, mais par rapport à ce que nous, on en perçoit qui est un petit bout, on pourrait dire aussi, les énergies. Sur le côté plus oriental, on va dire, les énergies. Bon, nous, on parle d'esprit dans cette cosmogonie-là, dans cette façon de parler du monde. Et en fait, quelqu'un qui n'a pas, ce rapport intime avec la mort, qui n'a pas vécu quelque chose de personnel avec la mort et qui n'est pas je vais dire en capacité d'aller voir, de l'autre côté comme ça, n'est pas un chaman ou une chamane, ni une praticienne chamanique, ni, OK. Et et donc du coup, là, ce biais-là d'accompagner la fin de vie, il est aussi super intéressant. Comment est-ce que ça survient un peu qu'est-ce que ça signifie pour toi, accompagner quelqu'un en fin de vie? Alors accompagner quelqu'un en fin de vie, ça veut dire, vraiment enfin, il y a vraiment cette notion aussi d'être au service, hein, dans les Ouais. pratiques chamaniques. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui s'autoproclament chamans. C'est pas une posture enviée, hein, pour les raisons d'ailleurs que je viens d'évoquer aussi, hein, d'être intime avec la mort, je ne sais pas si tout le monde en a envie, en fait. Donc Mmh. Tout à ça veut fait. dire avoir vécu des choses quand même, généralement assez difficiles. Donc, dans les cultures traditionnelles on connaît bien, le chamanisme, on va dire les cultures chamaniques, eh bien, personne n'a envie, hein, d'être chaman, hein, c'est pas une posture enviable, c'est un espèce de fantasme occidental, hein, d'avoir envie, d'être chaman. Donc, en fait, le fait et il y a aussi ce côté d'être au service, d'être vraiment au service de l'autre et donc pour être au service de l'autre, ça veut dire, être beaucoup aussi dans l'écoute de son besoin. Donc accompagner, quelqu'un, qui est mourant, par exemple, hein, je pense que c'est ça ta question, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà mort, hein. Accompagner quelqu'un qui est mourant, alors déjà, c'est plus dans notre culture encore, malheureusement, c'est plus rare qu'on fasse appel à nous à ce moment-là. Alors que ça serait plus, on va dire peut-être enfin ça c'est plus préventif, on va dire. On va le dire comme ça. Mais ça faut déjà aller à l'écoute de ce que la personne, là où elle en est. C'est-à-dire que le chamanisme n'est pas du dogmatisme. C'est qu'à aucun moment pour moi en tout cas, je vais aller imposer, moi, mon expérience, ce que j'ai vécu avec la mort et mon expérience de la mort à quelqu'un. Je vais déjà être à l'écoute de son besoin, de la personne où elle en est, vraiment et ça me paraît vraiment important parce que pour moi, on intervenir là où la personne ne veut pas aller, c'est de la magie noire. Donc déjà, pour moi, c'est vraiment quelque chose, d'hyper important. Intervenir, parce qu'on me l'a déjà demandé, hein, intervenir à l'issue de quelqu'un qui à l'insu, pardon, de quelqu'un qui est mourant, pareil, sauf si alors la personne est dans le coma, dans ce cas-là, on va, aller lui demander son autorisation dans les mondes invisibles.
mais jamais je vais dire à quelqu'un de la famille qui me demande d'accompagner un mourant: «Oui, c'est bon, je le fais». Je vais toujours, aller voir l'intéressé en 1er. Comme quand on Oui. me demande de faire des soins sur les animaux d'ailleurs, je ne promets jamais que ça va se faire. Je dis: «Je vais rentrer en contact avec votre animal et je verrai s'il est d'accord». Donc Top. de la même manière, pour les mourants, il y a vraiment cette notion-là. Si le mourant peut pas faire la demande, je vais aller vérifier, dans les mondes invisibles puisque là, je peux plus facilement communiquer avec lui s'il n'est pas, conscient dans le monde visible. Et s'il est conscient dans le monde visible, et ben, je vais aller directement dans le monde visible communiquer avec lui ou avec elle. Donc là, ça va être répondre aux besoins. Éventuellement, dans les expériences que j'ai, c'était quand même des gens qui commençaient à s'ouvrir à la possibilité, d'autres, d'autres, dimensions que celle du visible. Donc là, petit à petit, je vais les aider à percevoir, l'autre côté, on va dire, pour les préparer à faire le passage le plus sereinement possible. Voilà, Du que je coup du réponds à coup, ta cet, question. oui, oui, cet accompagnement-là, c'est une possibilité dans l'après-vie. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu disais, on peut accompagner quelqu'un, dans l'après-vie et dans la mort, autant juste avant qu'il décède, donc quand il est effectivement dans cette phase de fin de vie. Et aussi, quand, on est face à une mort qui est faite brutalement, qui est faite dans la violence, tu peux aussi intervenir à ce niveau-là pour accompagner un défunt, du coup, Oui, dans tout à fait. cette, nouvelle forme. Est-ce qu'on peut dire déjà, en plus, nouvelle forme de vie? Parce que c'est vrai qu'on sait pas trop comment toi, en tant que chaman, tu vois tout ça? Oui. Alors moi, je me mets en état modifié de conscience pour rentrer en contact avec les mondes invisibles. Donc je vais être dans un état, qui est l'état modifié de conscience, c'est un état qu'on connaît, très profondément quand on rêve. Et puis on appelle ça aussi transe, hein, mais ça fait peur parce qu'on imagine des transes où les gens se jettent dans tous les c'est pas forcément ça du tout. Mais ça peut être, cet état, quand on est en train de s'endormir ou quand on se réveille, qu'on est entre les 2 comme ça. D'ailleurs, souvent on a des très bonnes idées à ce moment-là, c'est pas le mental Mmh. qui interfère. Et puis on le voit aussi dans des endroits où on va être bercé, par exemple, dans le train. Ça peut arriver d'entrer en état modifié de conscience ou qui n'a pas connu ce moment où il connaît par cœur le trajet en voiture et il ne sait plus comment il est arrivé et qu'il a fait le chemin parce que, voilà, il était emporté dans cet état, de Mmh. conscience modifié. Donc c'est cet état de conscience modifié qui va permettre de percevoir, heu la réalité que moi j'appelle dans le chamanisme transculturel, hein, selon, Michael Harner, le corps chamanique dont j'ai parlé tout à l'heure, Mmh. la réalité non ordinaire, c'est-à-dire les mondes invisibles, pour le dire simplement. D'accord, OK. Et du coup, accompagner un défunt, ça signifie quoi? Parce que, accompagner un défunt qui vient de décéder, est-ce que ça veut dire, lui faire comprendre de la façon la plus bienveillante et positive possible qu'il est décédé? Parce que peut-être que, Oui, parfois. heu Parfois ça oui. peut être ça et exactement. Parfois, on a des défunts, notamment sur les morts violentes, hein, évidemment, Mmh. qui ont besoin, qu'on les éclaire sur leur situation. Ça Mmh. ça arrive. Aussi, les défunts qui restent, il y a aussi cette notion d'inachèvement. C'est-à-dire que parfois, il y a besoin de délivrer un message, pour, libérer, on va dire le défunt de ce qu'il retient, des chaînes qu'il retiennent à, par exemple, des personnes proches. Mmh. Oui, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, ça t'arrive de faire ces accompagnements-là en présence et en peut-être en j'ai le mot co-création qui vient, mais, en coaidance, je ne sais pas, avec les proches en question? C'est-à-dire de créer enfin de créer ou de de rendre les proches de ce défunt en question, acteurs un petit peu du rituel que toi tu peux proposer? Pour que peut-être eux rentrent directement en en connexion avec le défunt en question,
situation? Est-ce que, enfin, ouais, je sais pas, dis-moi un peu, comment ça. Bah, il y a plusieurs cas de figure. Il y a les personnes qui vraiment arrivent avec cette idée-là, Ouais, qui ont l'impression que voilà, qui ont besoin, parce qu'ils ressentent, voilà, ils ressentent que, il y a encore leurs proches, voilà, donc ils vont avoir une demande claire, on va dire, hein, là-dessus. oui. Donc là, évidemment, c'est ce que tu appelles un peu cette co-création, c'est qu'ils ont cette conscience, ils ont cette demande ou ils ont un doute. En général, quand il y a un doute, il y a pas trop de doute, en fait. Et donc et donc là, on va, effectivement, il y a la demande qui est claire et donc là, c'est assez facile, on va dire. Ouais. Hem, Après, il y a les cas de figure, les plus nombreux, j'ai envie de dire, parce que dans notre culture, comme je disais tout à l'heure, bah, on s'en occupe pas. Donc les cas de figure les plus nombreux, c'est quelqu'un qui vient pour autre chose OK. et au final qui est accompagné. Donc là, selon les cas, soit ça va se faire, assez facilement. Il y avait juste besoin de reconnaître, que le défunt était là et de l'accompagner et dans ce cas-là, il y a pas forcément besoin de co-créer quelque chose et puis il y a le cas où le défunt, il a quelque chose à dire, et donc bah là ça va être transmis bien entendu. Après, il y a aussi les cas, des lieux, heu, où il y a des défunts qui sont restés. Heu et là, bah, c'est pareil, hein, en fait, ils sont restés parce que pour plein de raisons, parce que, bah, voilà, on va dire, c'est ce qu'on appelle communément des fantômes, hein, en fait, Oui, oui, oui. qui sont perdus, qui ont plus de chemin, qui voilà, qui ont besoin qu'on les aide. Mmh. Donc là, c'est aussi un cas très fréquent, quoi, parce qu'on s'en est pas occupé parce que dans notre culture ne s'en est plus occupée, depuis très longtemps. Donc en fait, il y a beaucoup de travail là-dessus. Ah oui, oui, ah ben, ça complètement, c'est c'est le moins qu'on puisse dire. Alors dans les EHPAD et cetera, là, j'en parle même pas, hein, les hôpitaux, enfin, dès qu'on est un peu sensible au monde invisible, les hôpitaux, c'est Ouais, pas c'est très facile dur, parce ouais. que, on sait qu'on va selon, là où on en est, soit on le sait pas, mais on revient fatigué parce que on revient avec, C'est ça, on hein, revient un peu chargé, mais ou soit on le sait et ça veut dire qu'on va avoir du taf, quoi. exactement, tout à fait. Et du coup, tu disais que, c'est des personnes qui viennent, pour tout un autre sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui viennent te voir parce qu'elles ressentent un mal-être sans trop savoir pourquoi, parce qu'elles sont Oui. déprimées, parce que, savent pas trop ce qui se passe ou qu'elles ont des difficultés même peut-être à vivre leur deuil à elles? Alors Ou ça c'est peut être, ça peut être, ouais, en lien avec le deuil, mais dans ces cas-là, quand elles ont des difficultés à vivre leur deuil, elles se doutent bien si elles arrivent chez moi. Parce que évidemment, moi, je suis quelqu'un qui est affichée, praticienne chamanique, oui, affichée, en plus formatrice, donc les gens qui viennent vers moi, ils ont déjà quand même une ouverture, hein. On va pas avoir une oui, praticienne oui. chamanique, comme ça. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour toutes mes clientes, et mes quelques clients qui, heu, Mmh. qui eux, sont en contact avec des personnes qui n'ont pas forcément du tout cette ouverture et qui du coup, ça va être un accompagnement, qui va être vraiment dans justement être dans l'écoute de là où en est la personne, qui Mmh. ne viendrait pas jusqu'à moi. Donc moi, les gens qui viennent jusqu'à moi et qui me disent, «J'ai du mal à faire mon deuil» et cetera, j'ai envie de dire là, c'est très, très, très facile. Par contre, il y en a quand même quelques-uns qui viennent en disant: «Je sais pas trop pourquoi je viens, je suis fatigué» ou j'ai voilà, des choses qui m'embêtent. En fait, le fait d'avoir des défunts autour de soi ou même un seul, ça pompe de l'énergie, en fait, parce qu'il faut Mmh. bien, comme ils sont encore là, il faut bien qu'ils se nourrissent un peu, en fait, pour le dire simplement. Donc ils le font pas, c'est pas malveillant du tout, hein, mais bah, ils ont besoin d'énergie parce qu'on est dans un monde où on a besoin d'énergie pour vivre. Donc heu, donc du coup, ça va quand même être fatigant. OK. Et ça peut arriver, là, j'ai une question qui me vient en tête, est-ce que ça peut arriver sur des deuils un peu plus allégoriques? Dans le sens où, tu vois, faire le deuil, par exemple, d'une carrière, faire le deuil de sa Ouais. santé, faire le deuil par rapport à un déménagement, par exemple? Est-ce que ça peut arriver ce genre de situation par rapport à ça?
Ah bah, je trouve que j'adore ta question parce que vraiment c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que là, c'est encore plus subtil, on va dire, parce on commence à se rendre compte, mais tout le monde n'a pas conscience qu'en fait, les c'est animiste, le chamanisme. Donc Mmh. qui tout ce qu'on va investir et notamment si on est, enfin s'il y a plus il y a de personnes qui investissent quelque chose, plus on va y mettre de l'énergie et donc on connaît de plus en plus cette notion d'égrégore. Mmh. On va créer en fait un égrégore d'énergie et donc sur un projet ou sur, comme tu le disais, hein, sur quelque chose où on va projeter, voilà, de l'énergie et ça va créer un égrégore qui après, a son propre, on va dire, c'est comme si c'était un bébé qui était créé par les personnes qui ont projeté, quoi. Et donc, bah, parfois quand on doit soit, quitter une entreprise, moi ça me l'a fait pour donner un exemple très concret, hein, moi j'étais très investie dans le bénévolat. Mmh. Et notamment par rapport à la parentalité, comme je disais tout à l'heure dans ma présentation. Ouais. Donc j'ai fait plusieurs associations qui pendant plusieurs années, sur lesquelles j'ai investi énormément d'énergie, de ça m'a beaucoup apporté aussi forcément, hein, mais du coup j'ai été très, très active et quand il était et bien, il a vraiment fallu que je fasse un travail énergétique pour accompagner, heu, pour, heu, pour me détacher parce que même si intellectuellement j'étais très au clair avec le fait que ce n'était plus ma route et que j'avais à passer à autre chose, à laisser la place à d'autres personnes, enfin et cetera. Et bien, énergétiquement, c'était comme une relation, quoi. Énergétiquement, on Ouais. parle des bonhommes à allimètres beaucoup en ce moment et c'est très bien, mais en fait, il y avait vraiment à récupérer l'énergie que j'avais investie dans ces entités que sont, voilà, des entreprises, des associations, des projets, toutes formes, en fait. OK. Et parce que oui, parce que du coup, oui, ça devient une entité, personnifiée presque, Presque, oui. même dans le oui, oui, dans la psyché, humaine. C'est super intéressant de voir même le deuil allégorique de cette façon-là. J'aime beaucoup parce que ça pose un peu le vraiment la réalité de ce qu'on peut vivre un peu au quotidien, de dire, en fait, ce processus de deuil, il est pas nécessairement déclenché par, la mort, Mmh mh. et ça peut être tout aussi violent, en fait, de vivre un déménagement qu'un décès, finalement. Oui, parce Donc c'est qu'en chouette. fait, et là, je trouve que tu vas dans le détail. J'adore dans des trucs dans des choses très, très intéressantes, sur le processus de deuil parce que, en fait, ce que j'ai pas évoqué tout à l'heure aussi dans le deuil, j'étais vraiment dans le côté ce qui concernait le mort, mais dans ce concerne l'endeuillé, alors que ce soit allégorique ou un véritable deuil, d'une personne ou d'un être cher, hein, parce qu'il y a beaucoup de deuil très important, concernant les animaux, en fait, hein, qui Tout nous à fait. donnent beaucoup d'amour et qui du coup, on sous-estime, hein, l'impact du deuil d'un animal, je trouve, moi j'accompagne, finalement, quand même beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et en fait, on va avoir, des échanges d'énergie, en fait. Avec les personnes qu'on aime, il se passe des échanges d'énergie, comme je le disais tout à l'heure sur des projets. A fortiori sur des personnes qu'on investit, qu'on aime, avec qui on a vécu des choses. Il y a vraiment ce côté, presque mélange des énergies. Donc quand la personne, va décéder, et bien, il y a, une part de notre énergie qui s'en va avec elle, notamment aussi par le côté du choc et donc il y a une part de notre énergie qui peut, même si la personne n'est pas du tout bloquée ici, et que tout se passe bien pour elle, et bien, pour nous, peut y avoir une part de notre énergie à récupérer. Là, ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça m'arrive, très fréquemment d'aller récupérer, de l'énergie qui est partie, avec la personne qui est décédée. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui l'a prise volontairement, hein, ça veut dire juste que comme il y avait ce mélange-là, bah, aussi et puis ce choc aussi de la mort et bien Mmh. une partie de notre énergie, s'en est allée, on va dire, dans le
dans ces mondes transcendés, dans cette extemporalité des mondes transcendés. Et donc là, il y a besoin de le ramener pour que la personne, elle soit aussi entière, de la même manière que ce que j'ai décrit sur les égrégores. Il y a vraiment besoin de récupérer notre énergie. C'est marrant que tu dises que la personne soit entière parce que, je vois de plus en plus de posts, en particulier sur Insta, qui parlent de cette sensation qu'on peut avoir et en même temps qu'il y a une réalité, hein, même si on part du postulat un peu psy et tout, hem, cette réalité que quand on est en deuil, on a vraiment l'impression qu'il y a une part de soi qui nous a été arrachée Beh, c'est pour moi, et c'est une réalité, c'est pas une impression, quoi. D'un point de vue chamanique, d'un point de vue des mondes invisibles, il y a vraiment ça, en fait. oui, ouais, ouais. Et du coup, tu est-ce que c'est, enfin, c'est normal. D'après ta réponse, je suppose que oui, mais est-ce que c'est comment dire? Est-ce que c'est obligé d'aller chercher et rechercher cette part de soi pour pouvoir la récupérer et du coup retrouver cette entièreté dont tu parles là? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu un processus, enfin, ça fait partie du processus un petit peu et c'est justement tout le défi du deuil, de faire le deuil de la personne bien entendu, mais aussi de, notre vie et de qui on a été quand elle était encore en vie, en tout cas dans le plan visible que nous on perçoit. Alors, c'est vraiment pour moi, c'est sur les 2 plans importants. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la psychologie est importante puisque c'est de là que je viens. C'est mon premier amour, on peut dire. Donc je trouve que je vois beaucoup, d'abus dans un sens ou dans l'autre, de mon point de vue évidemment, Oui. des personnes qui ne vont pas sur le plan, psychologique et qui du coup, sont déconnectées, ce serait comme des personnes, qui feraient de la spiritualité, comme je disais tout à l'heure, tout en, se mettant pas un plâtre s'ils se cassent le bras, quelqu'un qui fait de la spiritualité sans aller voir ses blessures d'un point de vue psychologique, pour moi, c'est dangereux et c'est le terreau de l'ego spirituel et aussi bien dans l'autre sens. Donc pour moi, il y a vraiment les 2 pans à aller voir, c'est-à-dire le pan, psychologique de comme tu le décris très, très bien, de on n'est forcément plus la même, avec, voilà, quelqu'un qui nous a quittés, qui même si on a la conviction, puisque moi je rencontre beaucoup de personnes qui ont la conviction qu'il y a autre chose et que la personne qui n'est plus, elle n'est pas, dans le néant absolu et cetera. Mais, mais quand même, on la serrera plus dans nos bras, voilà, c'est plus, la personne incarnée qu'on a connue et ça ne le sera plus jamais. Donc il y a ce côté, psychologique effectivement et il y a aussi ce côté, on va dire énergétique, spirituel où il y a vraiment, pour moi, comme je l'ai décrit, hein, je vois, carrément que je je ramène des parties de la personne, hein, qui sont parties. Mais ça peut être aussi suite à un choc, hein, de toutes sortes, hein, mais a fortiori avec le deuil. Il y a vraiment les 2. Mais tu vois, c'est super important, c'est super chouette, que tu parles de cette dualité, en fait, qui est vraiment à prendre en compte. Parce que alors tu vas me dire ce que tu en penses, mais je trouve que vraiment on a un gros problème avec ce côté spirituel. Ce côté, d'assumer un peu de croire à autre chose qu'il n'y ait rien après la mort, que, de façon très, cartésienne et cetera. Il y a un côté un petit peu, tu chez père, quoi, tu vois? Tu crois à la Mmh. réincarnation ou tu crois effectivement aux énergies, au fait que tu puisses discuter avec un défunt et cetera et cetera. Il y a un côté un peu chez père, un côté un peu où là, ça va pas trop dans ta tête et tout et je trouve qu'on n'assume pas du tout ce côté-là et ça nous aide pas parce que justement potentiellement c'est des choses à expérimenter même quand on n'y croit pas. On en parlait, avec, Christophe le médium que je vous invite d'ailleurs à aller écouter, le podcast est très, très intéressant à ce sujet-là. Qui est potentiellement un truc, à expérimenter particulièrement quand on n'y croit pas.
parce que Oui, potentiellement c'est ça qui nous aide, qui peut nous aider. Et pour moi, le fait de vivre le décès de quelqu'un, peu importe, le pourquoi du comment en fait et les circonstances et cetera, de pourquoi est-ce que la personne est décédée et tout ça, c'est l'expérience dans notre vie la plus métaphysique qu'on puisse vivre. Alors il y a la naissance, qui est évidemment entourée de beaucoup plus de joie, beaucoup plus voilà, de bonheur et cetera. Mais cette mort-là, je trouve que c'est vraiment l'expérience la plus spirituelle, celle qui nous fait nous remettre le plus en question, dans nos vies. Et pour autant, eh ben, on a vraiment ce côté un peu, en fait, on n'ose pas en parler, on ne sait pas comment vivre la chose, on ne sait pas comment l'expliquer, on n'ose pas dire que, ben, on espère que notre défunt, il vit dans un monde meilleur ou ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, je vois très bien, en fait, bon, il y a des peurs, hein, à expliquer ça parce que bon, il y a eu, historiquement, c'est compliqué. Mmh. J'ai envie de dire, plusieurs choses sur ce que tu as dit. C'est déjà, le fait de croire. Pour moi, dans ce que j'entends par le mot croire, j'ai fait un live, là-dessus sur entre, la croyance et la foi, pour moi, dans ce que je mets, Mmh. sous ces mots-là. Mais pour moi, je le dis toujours: «Ne me croyez pas sur parole», et pour moi, j'étais pas enfin, je suis arrivée tardivement, hein, sur la spiritualité, hein, en fin Mmh. de compte dans ma vie, et par des expériences, en fait. Donc je trouve que vraiment d'avoir cette démarche, pas scientiste, mais scientifique, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit d'aller regarder, faire des hypothèses, vérifier, regarder Mmh. ce qui se passe et Oui. cetera. Ce que fait très, très bien l'INRES, hein, on est en retard en France là-dessus, on est extrêmement en retard, c'est les anglo-saxons ont des recherches là-dessus depuis, très longtemps Mmh. et nous, ça fait, très peu de temps avec, l'INRES, hein, l'Institut national de recherche sur les expériences extraordinaires, avec notamment Stéphane Alix, qui est un cofondateur de cette entité. Je ne sais pas si c'est une association, l'INRES en tout Mmh cas. mh, mmh. Qui a aussi un magazine, qui a un site, enfin c'est vraiment très bien fait parce qu'il y a vraiment des scientifiques qui se penchent. Il a expliqué dans ses livres, enfin, mais c'est très récent en France, donc on a encore du mal et Mmh. et en fait, on a du coup cette peur, de passer pour quelqu'un de pas bien dans sa tête, on va dire comme ça. Ouais, une espèce d'illuminé, ouais, c'est ça. Et pour autant, moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on commence à oser en parler, eh bien, on est bien souvent, c'est étonnant de voir comment les langues se délient et Ouais. comment les gens disent: «Ah ouais, j'osais pas en parler, mais moi aussi j'ai vécu un truc trop bizarre et je me demande», voilà et là on a, finalement plein de personnes qui ont vécu des choses qui s'expliquent quand même bien mieux par, voilà, par la présence d'autres choses en tout cas que le visible. Oui, exactement. Mais c'est même globalement, hein, le sujet de la mort et c'est un peu pareil. On évite d'en parler, on évite de s'en occuper ou de s'y préparer comme si le fait de l'éviter allait nous empêcher de mourir. Sauf que non. Oui, alors il y a des choses qui me viennent aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce fameux, proverbe, je ne sais pas si vous le connaissez, mais les morts les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Par rapport à ce que Ouais. tu disais, j'avais envie de partager cette phrase Mmh. qui moi en tout cas je la trouve tellement vrai que par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure Mmh. par rapport à la peur, donc que tu exprimes là, hem, il y a, j'ai perdu le fil de redis. J'ai trop de choses à dire. Ah vas-y, hein, t'inquiète, il y a pas de souci. Le côté en fait, la mort, ça reste un tabou en fait, ça reste un tabou Oui, au même titre que la spiritualité finalement et le fait d'essayer de s'en protéger, de pas en parler, de pas s'y préparer et cetera, c'est comme si c'était une façon de la repousser ou de ne pas mourir quoi, tu vois? D'éviter la mort. ouais. Alors sur ce point-là,
En fait, il y a le moi, j'avais lu au tout début de mon chemin, spirituel, on va dire, le livre tibétain de la vie et de la mort. C'est un, voilà, c'est un moine tibétain qui a fait ses études en Occident, donc aux États-Unis, me semble, et donc il a cette façon de traduire, sa culture spirituelle, dans des mots, entendables, on va dire, par les occidentaux. Ouais. Et notamment, il analyse notre évitement du sujet de la mort puisque eux, ils ont, quasiment, je pense, de souvenirs de ma lecture du livre, la moitié de leur vie, la deuxième partie de leur vie, ils se préparent à la mort, en fait, hein. Oui. Donc le côté évitement et tabou de la mort, c'est aussi pour lui, le fait de, bah, du coup, on se sent pas en vie, quoi. Il y a le fait de pas être confronté à la mort fait qu'on n'est pas vraiment dans la vie. D'où, c'est pour ça que je revenais aussi sur ce que tu disais un peu avant et sur ce proverbe, de des que les morts ouvrent les yeux des vivants. Parce que en fait, et comme tu l'expliquais tout à l'heure, en fait, le fait d'avoir, la conscience de l'impermanence, qui est, la règle du jeu, de ce monde, hein, l'impermanence, il y a qu'une chose qui ne change pas, c'est l'impermanence dans Tout à ce monde. fait. Et en fait, d'avoir cette conscience-là donne toute la valeur à chacune de nos expériences, d'ailleurs les agréables et les moins agréables. Et d'ailleurs, les gens qui vivent des expériences qu'on appelle les expériences de mort imminente, de plus en plus, Mmh. on sait que c'est pas des morts imminentes, mais que c'est vraiment un arrêt, complet, des fonctions vitales. Et donc le fait de vivre, ça, les gens qui reviennent, heu, sont à la fois ont vu qu'il y a autre chose et en même temps, ils sont pas pressés de mourir, quoi. Ils sont vraiment, Oui. en général, encore plus, enfin, tous les témoignages, qu'on a là-dessus, ils sont encore plus dans la vie. Ils profitent encore plus de la vie, ils sont moins perchés, on va dire, pour reprendre, ce que tu disais tout à l'heure. Et donc on a vraiment intérêt à être, regarder ça. De toute façon, on va tous mourir, hein. Donc on a aussi Ah, il y a l'impermanence et il y a le fait, on a tous ce point commun, on va tous et toutes mourir. Donc, le regarder en face, c'est aussi, profiter de la vie, hein. Moi, souvent, je dis, heu, pour, partager un petit peu mon expérience personnelle là-dessus, moi, j'ai cru pendant plusieurs jours que ma mère était morte et pour moi, c'est une ex évidemment que j'avais 10 ans, donc c'est une expérience extrêmement douloureuse, mais c'est aussi pour moi une très grande chance que j'ai eue, puisque du coup, je suis tout le temps en train de profiter de la vie, en fait. Et vraiment, j'ai vraiment l'impression que ce côté zombie, je trouve, hein, pourquoi les films de zombies ont autant de autant de succès? Parce que, ça parle vraiment de ça. On a un côté zombie quand on regarde pas qu'on va mourir. On est ni vie ni mort. Moi, je ressens vraiment ça comme ça. c'est vrai qu'il y a un côté un peu, je veux pas voir, je veux pas savoir, et voilà. C'est un peu ce déni de la mort, mais c'est dommage parce que, du coup, tu vois, on s'empêche quand même vachement de vivre ça sereinement, du coup. Parce que c'est vrai De que en fait, l'accompagner aussi oui, et on de met les gens dans les l'accompagner, oui, EHPAD, on met les gens, dans les cercueils, maquillés et cetera. Je t'avais partagé sur ton réel le mmh, le côté où on avait dit, «Ah, vous l'avez pas maquillé», enfin vraiment, oui, c'était très violent pour les gens. Bah non, c'est un mort en fait, il est mort, hein, il est c'est pas en ça. train de dormir, dans son meilleur costume et il va se relever et tel Dracula aller faire la Mmh fête. mh. Non, il est mort. C'est ça. Est-ce que tu veux Et c'est expliquer pas d'ailleurs un petit peu plus de ce qui s'est comme ça. passé et pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là avec ta famille? Alors en fait, c'est mes beaux-parents, en fait, c'est la famille de mon mari. En fait, Mmh. quand sa mère est décédée, ils l'ont maquillée d'une manière, qui faisait que c'était pas elle, pas Ouais. une femme qui se maquillait déjà. Et quand son père est décédé, du coup, ils ont pris le choix de pas le maquiller, puisqu'ils Mmh. avaient eu cette mauvaise expérience. Mmh mh. Et il est mort d'une chute, donc bah, il avait un bleu sur le visage, mais bon, voilà. Il aurait été en vie, personne n'aurait, dit: «Comment ça, tu as pas mis du fond de teint pour maquiller ton bleu?» Oui, enfin, je vois pas. c'est ça.
Hem Et puis personne n'est obligé de venir voir le corps, hein. Et là, c'est en plus celle qui a fait une réflexion, c'était, la médecin qui a refusé, donc une médecin quand même, hein, Mmh. qui a refusé de venir, déclarer la mort, au domicile alors que c'était une amie de la famille. C'était d'autant plus déplacé. Mais ça Mmh. parle quand même beaucoup du rapport de beaucoup de gens à la mort, en fait, hein, et malgré qu'elle soit Exactement, médecin. Et exactement. mmh et je pensais à autre chose là quand tu mince, ça y est, j'ai perdu à nouveau. Heu, C'est vrai que ce rapport à la mort, dans tous les cas, vraiment d'un point de vue occidental, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué on a peur même d'aller, hem, se rendre dans des pompes funèbres, d'assumer effectivement les choix qu'on peut faire parce on sait plus ou moins, parce qu'en plus on a beaucoup j'ai le mot aïeul en tête, mais c'est pas ça, de familles en fait qui sont très dans le traditionnel et qui sont pas du tout déconstruits là-dessus et qui ont une idée assez précise de ce que ça doit être des obsèques. Alors que encore une fois, et c'est vraiment la première fois qu'on en parle et qu'on le dit sur cette émission, les obsèques sont un moment qui sont intimes, privilégiés et qui doit être absolument le plus personnalisé en fait pour le défunt, mais surtout pour les vivants avant tout, quoi. oui, c'est important et puis c'est important il y a des personnes pour qui c'est important de voir le défunt, quel que soit leur âge, parce qu'il y a ce côté aussi, vouloir cacher la mort aux enfants. Alors je dis pas qu'il faut forcément leur montrer à tout va, heu, les morts, mais s'ils le demandent parce qu'ils étaient proches, moi c'est pareil, c'est une expérience qui m'est arrivée, Mmh. des enfants qui on a perdu une jeune fille, hein, de 20 ans qui était proche, qui venait, dormir avec eux, enfin voilà, parce qu'elle les gardait, enfin, c'est une jeune fille que je connaissais depuis son enfance Mmh. et heu et en fait, ils ont souhaité, ils avaient, 4 et 6 ans, ils ont souhaité, la voir en fait, la voir morte et c'était Bah oui. important pour eux, Mmh. elle faisait partie vraiment de leur vie et c'était important pour eux de la voir morte, bah, il y en a pour qui c'est compliqué d'emmener des enfants, voir la mort. Bon, parce que ça parle d'eux, hein, les gens en général, ils parlent d'eux, hein, ils Ah bah parlent oui, toujours de toute façon, hein, on parle, toujours, mais des femmes et des autres, hein, ça c'est clair, même quand on dit «tu», c'est toujours un fond de jeu, derrière, mais c'est vrai que ce sujet de la mort et des enfants, il est vraiment très, très intéressant. J'ai demandé à une copine maman d'ailleurs de venir sur le podcast pour raconter un petit peu son expérience parce qu'elle a accompagné son tout petit qui avait 5 ou 6 ans je crois au moment du décès de son grand-père, accompagné un petit peu ben voilà dans cette découverte un petit peu et cet apprentissage finalement de ce que peut être la mort. Et j'ai trouvé ça très, très, très beau. Elle m'avait partagé plein de choses très, très chouettes et ouais, j'ai vraiment hâte qu'on puisse, enregistrer cet épisode parce que ça va être, un chouette, moment. et là, c'est pareil, pour moi, ça de parler de la mort aux enfants, de quelles que soient nos croyances sur la mort, hein, mais de toute façon, tout tabou, pour moi, c'est problématique. Faut évidemment, faut pas devancer, ce que l'enfant est en mesure d'entendre et a envie d'entendre, mais à partir du moment où l'enfant pose des questions, pour moi, il n'y a pas de tabou. C'est voilà et en fait, de parler avec eux de la mort quand ils posent des questions, d'être au clair soi-même avec ça et de pouvoir en parler, c'est les mettre dans la vie. Encore une fois, c'est les mettre dans le mouvement de la vie, plutôt que de les mettre une illusion, que la mort n'existe pas. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, l'expérience que j'ai eue enfant avec la mort, pour moi, m'a apporté, bien sûr des choses il y a toujours 2 côtés à une pièce, mais m'a apporté aussi beaucoup de joie, beaucoup de vie, beaucoup de fait d'être d'être, de profiter de cette incarnation, complètement, quoi. C'est ça, tout à fait. Le plus complètement possible, en tout cas. Oui. Ça fait déjà 1 heure qu'on explore un peu ce sujet, en tout cas avec ton prisme et ta culture.
Merci beaucoup de ce temps et de ce moment. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, peut-être un petit message ou un conseil aux endeuillés qui nous écoutent? Bah, effectivement, comme tu le disais, moi, ce qui me paraît toujours essentiel, c'est vraiment de s'écouter, d'aller à notre propre rythme. Moi, ce que j'ai pu remarquer en parlant avec les personnes, qui sont endeuillées, c'est que, c'est elles souvent je me retrouve à parler avec des personnes endeuillées parce que j'ai pas justement le tabou de la mort et elles me témoignent très souvent que les gens évitent de parler de la personne décédée, de leurs proches décédés, encore plus quand c'est un enfant puisque j'ai eu plusieurs, personnes, autour de moi qui ont perdu des enfants et que c'est y compris, d'ailleurs, je le dis, c'est un peu différent, parce qu'on ne le connaît pas encore, mais c'est aussi un deuil de faire une fausse couche, quel que soit le terme de la fausse couche, ça c'est aussi un tabou. Mmh. Même quand, c'est un embryon, c'est aussi un deuil et donc le fait de pouvoir en parler et d'écouter et de s'autoriser à en parler et quand on n'est pas endeuillé, de s'autoriser à écouter et de ne il vaut mieux, dire, ce qu'on croit, je n'ai pas les mots, machin, de ce qu'on croit, être une bêtise en s'excusant peut-être de peut-être être maladroit, pas avoir les mots, mais en parler, ne pas en tout cas en écouter au moins, que de ne rien dire et que d'éviter. Parce que moi j'ai connu des gens carrément, ben, sur le deuil d'un enfant, qui, avaient, les gens qui changeaient de trottoir, enfin qui faisaient vraiment tout pour les éviter, ça c'était trop violent pour les autres. Ah non, mais ça, C'est terrible, tu sais, c'est la personne terrible. perd son enfant, c'est les autres qui sont tellement gênés qu'ils la fuient. Ouais. Donc vraiment, j'ai envie de dire, écoutez-vous, osez, en parler. Si les gens sont pas capables d'écouter, bah, trouvez les personnes qui sont capables de vous écouter, allez à votre rythme et hem et voilà, surtout, voilà, c'est ça, être en lien avec ce qu'on ressent, c'est important et se faire confiance sur nos ressentis par rapport aussi, aux signes éventuellement du monde invisible. Mmh. Exactement. Merci, vraiment merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Tout à fait. Merci beaucoup Zoé pour cette invitation. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir, m'exprimer sur ce sujet, trop peu abordé et merci, pour tout ce que tu fais d'ailleurs autour, du deuil. C'est très beau. J'espère que vous aussi, les auditeurs, vous avez apprécié ce moment. Si vous avez envie de, rejoindre Samara sur ses réseaux sociaux, ou sur son site internet, je crois. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la bio. Allez-y, vous comprendrez encore mieux et plus profondément ce que Samara fait au quotidien, ce qu'elle peut vous proposer et puis, vous pourrez connecter, avec elle et lui poser toutes vos questions, évidemment. Je te rappelle que c'est important de t'abonner à cette émission pour pouvoir recevoir une petite notification quand un nouvel épisode sort. Par exemple, dans 15 jours, on se retrouve avec quelqu'un que Samara connaît bien, puisqu'il s'agit d'Antoine, avec Ah, qui on a enregistré un podcast tout en improvisation. Voilà. Donc je vous évidemment. et voilà. Je vous suggère donc vivement de vous abonner, hein, vraiment à cette émission parce que le prochain épisode va être très, très remuant, où on parle effectivement de, cette fameuse peur de la mort et de qu'est-ce que c'est en tout cas, Antoine s'exprime sur ce que c'est la mort pour lui et qu'est-ce que c'est la peur de la mort pour lui. Voilà. Donc ça va être très, très chouette. Et puis en plus, vraiment, ne ratez pas ce prochain épisode parce que dans ce prochain épisode, il y aura un super cadeau pour chacun d'entre vous. Voilà. Et donc évidemment, en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.